Merci de rappeler cela. Et les permis, il n'est écrit nulle part que pour retirer un permis, il faut mettre le motif du retrait du permis. Par contre, un permis ne peut pas être retiré sans que les raisons pour lesquelles le permis a été retiré ne soient justifiées. La plupart des permis sont dans des états de manquement par rapport au code minier. Et nous avons envoyé avec nous le code minier, mais les articles qui ont été mentionnés, si vous avez vu le décret qui a été pris, ce sont essentiellement quelques articles, c'est notamment l'article 3 qui parle du droit de propriété de l'État, l'article 34 qui parle des débuts d'exploitation d'un permis, l'article 77 qui parle des situations de renouvellement d'un permis, il y a l'article 82 qui parle de la fin des titres miniers et autorisations, et l'article 88 qui parle des retraits des titres miniers plutôt et des autorisations, et l'article 89 qui parle de l'extinction des droits et obligations des titres. Donc l'ensemble des permis qui ont été retirés sont soit dans l'une ou dans l'autre catégorie. Et l'article 3 a été mentionné spécifiquement pour rappeler que les différents permis devraient faire leur retour dans la zone stratégique de l'État. La première, c'est pourquoi il y a eu des décrets pour certains, pourquoi il y a eu d'autres, pour d'autres des arrêtés. Ceci est également conforme au Code minier de la République de Guinée. Un permis et une concession sont attribués par décret du président de la République et un permis d'exploitation, de recherche est attribué par arrêté. Donc dans la hiérarchie des normes, c'est un décret qui retire un décret et un arrêté retire un arrêté. C'est ce qui justifie et les actes administratifs qui ont été pris dans ce sens. Les permis de recherche ont été attribués par arrêté, donc des arrêtés devraient les retirer. Et les permis d'exploitation et de concession sont donnés par décret. Donc forcément, il faut que ce soit des décrets qui devraient les retirer. Sinon, on se retrouve dans un conflit de parallélisme de forme. C'est le code qui voudrait que le droit de propriété de l'État soit consacré quand un permis est retiré. Voilà pourquoi l'article 3 du code minier a été acté dans l'article 1er du décret. Donc ces permis qui ont fait leur retour dans le portefeuille de l'État voudrait dire désormais que ça devrait être suivi avec une attention particulière. Et le point qui devrait nous réjouir dans tout ça, c'est que autant garder nos ressources, attendre de les exploiter correctement que de les voir dilapidées et vandalisées sans que nous ne puissions avoir aucun contrôle. Voilà pourquoi stratégiquement, il faut avoir un œil dessus. C'est dans l'intérêt de tous, surtout du peuple de Guinée. Je rappelle surtout que cette décision, elle est très courageuse et elle est vraiment très louable en termes d'actes posés. Et rarement on a vu ce type de courage et au niveau des décisions prises au niveau étatique en Guinée. Prendre la décision en une semaine de retirer 150 permis, il faut être Mamadi Doumbouya pour le faire. Merci. Un autre point important, vous ne verrez aucune procédure ailleurs, nulle part liée à ces premiers permis parce que dans la forme et dans le fond, tout a été mis. Déjà, conformément à nos codes, pour retirer un permis, ça fait objet de mise en demeure. Selon que ce soit un permis de recherche ou une concession, il faut un délai de 30 à 45 jours. Quand ces mises en demeure-là expirent, la commission de mines qui siège, et c'est ce qui donne le résultat que vous avez vu en acte posé. C'est effectivement une réflexion qui a été posée de long en large. Derrière ces sociétés, il y a des emplois, il y a des familles, il y a des enfants à nourrir et des enfants à scolariser. Des dispositions sont en train d'être prises pour travailler avec l'administration minière, l'administration du territoire, mais également d'autres secteurs pour faire en sorte que l'emploi de ces gens-là puisse être réorienté. Mais à date, nous ne pourrons pas vous dire exactement qu'est-ce que nous allons faire demain de celui qui a perdu son emploi mais une réflexion effectivement est en train d'être faite. Des groupes de travaux sont constitués pour faire en sorte de faire face à ces préoccupations qui vont effectivement se poser. Mais le plus important, c'est de permettre encore une fois de faire en sorte que l'intérêt de tous les fils de la Guinée soit préservé, en faisant en sorte que celui qui exploite illégalement nos terres, on arrête son travail et faire en sorte que son travail-là ne bénéficie pas qu'à la personne pour laquelle on a retiré, mais que ça bénéficie effectivement à la Guinée. Quand ça bénéficie à la Guinée, derrière, c'est tous les Guinéens aussi qui profitent des retombées de ceux qui devraient être réorientés. Forcément, que l'objectif stratégique, c'est de faire en sorte désormais que ce qui est dit corresponde à ce qui se fera sur le terrain. Porter une plainte, c'est un droit consacré. On ne dira pas à quelqu'un de ne pas porter plainte, celui qui se sentira lésé ou abusé a le plein droit de porter plainte et par voie de justice, un jugement sera rendu. Nous sommes aussi respectés des droits et de la loi. Bonsoir, Monsieur le Ministre.
Moi, la question qui... D'abord, c'est sur Kanja Bangoura, reporter à l'URINFO. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité pour ces sociétés qui ont perdu aujourd'hui leur permis, s'il y a une possibilité de négocier pour qu'ils reviennent, puisque selon les informations, certains ont leurs installations ici, ils ne savent pas quoi en faire. Est-ce qu'il y a une porte ouverte pour des négociations? Je vais parler des mesures administratives prises. Ensuite, le second pan de la question sera répondu par mon frère Gawal. Et tout de suite, quand l'acte administratif est pris, il appartient aux autorités administratives, mais aux forces de défense et de sécurité, de faire en sorte que la mesure soit respectée. Dans une première phase, la manœuvre, nous avons pu sécuriser ces sites en marquant une présence de l'État à travers les forces de défense et de sécurité. Ensuite, un travail d'inventaire est en train d'être fait aujourd'hui sur l'ensemble de ces sites. À la suite, on fera la part des choses pour savoir dans tous ces équipements inventoriés qu'est-ce qui appartient conformément à nos textes à l'État et qu'est-ce qui appartient à cette entité pour laquelle l'activité a été arrêtée. Mieux, on fera en sorte aussi en faisant ce travail d'inventaire d'aller dans la recherche documentaire pour savoir qui est en manquement en termes de paiement de taxes et d'impôts à l'État. Même si ton activité est arrêtée, si tu devais 100 francs à l'État, ces 100 francs-là restent dus. Donc vous devez faire en sorte de les payer. C'était le premier aspect sécuritaire et en termes de mesures immédiates prises. Et le ministre Gawal va rebondir sur le second pan de la question. Merci. Le général l'a rappelé ici à plusieurs fois lors de son intervention. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que deux parties prennent. Lorsqu'une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne reparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné. Et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, ou que lui il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties pour que chacun puisse s'acquitter. Donc ce n'est pas un exercice de punition, c'est un exercice de transparence et de reconstruction de nos relations économiques pour faire en sorte que tout ça là nous serve. C'est très important de le voir comme ça. Maintenant, lorsqu'il y a rupture de contrat, le général l'a rappelé également, chacune des deux parties a la possibilité de faire recours lorsqu'elle estime qu'elle est lésée dans la procédure. Maintenant, ça ne met pas fin aux engagements antérieurs. Ça veut dire que si une société était engagée annuellement à payer à l'État une somme en termes d'impôts, en termes de contribution au développement local, en termes d'emploi, ces engagements-là nous veillerons à ce qu'ils soient respectés. Il ne s'agit pas de faire ça. Maintenant, l'autre question, c'est de dire est-ce que les gens-là peuvent revenir? Mais quand on va remettre sur le marché des mines, le marché des contrats miniers ou des concessions, ça sera associé à des conditions. Ceux qui seront prêts ou rempliront les conditions-là, il n'y aura pas. Parce qu'on n'est pas dans le régime de sanctions, encore une fois, on est dans le régime de la reconstruction de notre tissu économique et de renforcement de notre souveraineté sur les domaines qui nous appartiennent. Donc c'est très important de le voir. Si demain, vous remplissez les conditions qui font que vous devez reprendre encore une concession, on ne s'opposera pas en disant que hier vous avez été sanctionné. Cependant, lorsque le retrait, c'est sur la base d'un certain nombre de délits, que la loi dit qu'à partir de ces délits-là, vous ne pouvez pas être candidat, par exemple, vous devez un montant important au fisc. Si la loi dit qu'en tant que cette dette n'est pas remboursée, vous ne devez plus souscrire à de nouveaux engagements,
il va savoir que nous veillerons à ce que toutes les dispositions du code soient appliquées, les dispositions légales du pays soient appliquées. Donc il n'y aura pas de sanctions systématiques, simplement de veiller à ce que les engagements soient pris dans le cadre de nos lois, dans le cadre de notre code minier, dans le cadre des engagements que nous prenons avec les différents partenaires. Pour les sanctions administratives, effectivement, à l'heure où je parle, des dispositions administratives sont en train d'être prises à l'heure où nous parlons là, pour que des individus, des gens sont en train d'être questionnés par rapport à leurs responsabilités dans ce qui a été fait dans l'administration minière. Mais il va de soi que la plupart du temps, et c'est un héritage assez long, assez lourd, mais pour l'administration actuelle, des procédures administratives sont en cours d'enquête pour situer les responsabilités. Si ça s'est limité à cette administration, l'enquête se limitera. Si ça devrait aller au-delà de cette administration, pour aller questionner ceux qui ont eu cette responsabilité par le passé, ils seront également entendus pour situer les responsabilités. C'est effectivement en cours, je peux vous le confirmer. Et l'autre question, c'était de savoir par rapport aux transactions d'or, si la commission des mines. La commission des mines, c'est elle qui statue pour attribuer un permis ou pour retirer un permis. C'est un élément de décision à la disposition du ministre des Mines. Selon qu'il s'agisse d'un permis d'exploitation ou d'un permis de recherche, c'est l'élément de décision qui est mis à sa disposition pour prendre la décision. Et des transactions d'or, on en a également entendu parler, mais dans la plus grande transparence, il y a eu beaucoup plus de vagues, de bruit, de spéculations, de diffamations que réellement ça s'est passé sur le terrain. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui. On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Souvent, on n'est pas là pour répondre à tous les coups. Le rôle des dirigeants également, c'est d'écouter et apporter des solutions. Ces solutions-là, nous les apporterons tous les jours quand ça sera possible. On ne sera pas là pour répondre à tous les bruits qui passeront dans la société parce que quelqu'un voudrait juste se faire entendre. Il y a eu beaucoup de manipulations autour de cette information-là. La vérité n'est pas là où elle est. On a une bonne partie de notre or aujourd'hui en Guinée. La petite partie qui reste, on sait où ça se trouve, avec qui, comment ça devrait rentrer en Guinée. Ce n'est pas un problème. Je voudrais juste ajouter deux mots. Vous savez, on n'a plus de preuves à faire. Je pense que la presse et les Guinéens peuvent croire à cela. Le président de la République a instauré une forme de transparence. Tant mieux que des gens que lui-même a nommés, lorsqu'ils ont été inquiétés, lorsqu'ils ont été questionnés sur des sujets qui nécessitent qu'ils répondent devant la justice, personne n'a été mis à l'abri parce que le général Mamadi Doumbouya l'a nommé, parce qu'il est protégé, parce que des gens qu'on imagine être les plus proches du président de la République, lorsque vous êtes questionné par la justice, il vous dira d'aller répondre. Cette volonté de transparence, c'est quand même une marque de cette transition. C'est important. Et donc, que ce soit les mines, d'autres secteurs publics, lorsque vous gérez et que votre gestion suscite des inquiétudes ou des soupçons fondés que la justice peut, fondés ou non d'ailleurs, si la justice a des soupçons et que cela nécessite qu'un responsable puisse répondre, le président de la République n'a jamais fait obstacle là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans nos habitudes. C'est d'où l'imagination de beaucoup qu'il y a plus de corruption maintenant qu'avant. Non, c'est que maintenant on ne protège personne. Quand ça sort, avant, c'est quand les ministres, les hauts cadres, les responsables n'étaient plus aux affaires qu'on peut les demander ce qu'ils ont fait, mais pas au moment où ils exercent. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est très important à remarquer. Et par rapport à l'or, il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui publient des facsimilés partout pour nous dire où il y a l'or. Mais le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même. Mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. De ce point de vue-là, l'or ne se perd pas. L'or d'un pays ne se perd pas comme ça. Même quand vous le prenez pour le revendre sur le marché, je ne sais pas, sauf si vous le faites refondre et que c'est compliqué. L'or ne se revend pas comme on vend. Les papiers bougent, mais l'or physique, c'est autre chose. Donc, un moment, je pense que c'est important d'interroger les cadres qui sont spécialistes de ces sujets, de l'or des pays, mais ce n'est pas forcément de l'or qu'on fait pour les bacs de mariage et qu'on sort, donc ce n'est pas facile à bouger. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on est vraiment dans des nouveaux cycles de gouvernance qui, dans un exercice de transparence, prévient et sensibilise, et mobilise et éduque. C'est aussi ça le travail des gouvernants. Il y a une des super phrases du patron que moi j'aime bien, quand il dit que sa main ne tremblera pas. Il nous l'a dit, il nous l'a redit. Et toutes les fois que des actions ou des faits se sont avérés, qui ont nécessité, qui prennent sa responsabilité, il a effectivement pris. Il n'est pas tolérant de tout ce qui est
mauvaise pratique. Il n'est pas tolérant de tout ce qui est corruption. Quand ça arrive, il tape. Et quand il tape, et tout le monde voit aussi. C'est ça l'avantage de ce régime aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, je suis Ibrahim Assour Kamara, journaliste du site avenirguinée.org. Monsieur le ministre, moi, je voudrais savoir c'est pourquoi maintenant cette décision après 3 ans de sénateur au pouvoir. Est-ce que vous avez le nombre total, en posant la question, de permis retirés aujourd'hui? Le nombre total. C'est aussi un exercice qu'on devrait faire parce que nous-mêmes, c'est nous qui devons donner l'information. En gros, dans un premier temps, il y a eu 2. D'accord, Guiter et Kebo. Ensuite, il y a eu 51 au titre des décrets. Donc ça fait 53, n'est-ce pas? Après, on allait sur les arrêtés. Il y a eu 141. Tout ça là, c'est un travail minutieusement fait. Quand vous devez le faire, il faut le faire bien. Et aller souvent même sur le terrain et vérifier tout ce qui est en train d'être fait. Regrouper toute la documentation. Quand on vous demande, on vous donne un gros dossier de 200 pages à passer par jour, c'est vraiment volumineux. Quand ça devrait se multiplier par 100, ça devient vraiment un travail en plein temps que beaucoup d'équipes devraient pouvoir faire. Aussi, le faire très bien et correctement, dans la transparence, avec les personnes qui ont la plus grande intégrité morale, parce qu'il s'agit quand même de mines. Quand vous perdez de vigilance, ça peut aller dans tous les sens. Il y a beaucoup d'intérêts liés à ça. Si le président et ses équipes s'étaient prêtés à ce jeu d'intérêts-là, ces permis n'allaient jamais être retirés. Nous pensons que c'est ce qui a peut-être fait que les prédécesseurs n'ont pas pu le faire. Merci. Bon, le général l'a rappelé, ce n'est pas un exercice improvisé. Et chaque retrait respecte des procédures. Il y a un délai de mise en demeure qu'il faut respecter. Il y a des vérifications qu'il faut respecter. Il y a des engagements contractuels qu'il faut voir s'ils sont tenus ou pas. Et puis vous avez affaire à des gens qui ont des moyens, qui ont des possibilités d'apporter des réponses, qui ont aussi des avocats, qui ont tout ça. Donc il faut aller méthodiquement parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans de l'arbitraire. Et donc ça nécessite le temps. Je pense même que c'est un travail titanesque qui a été fait dans la discrétion. C'est ça aussi, parce que lorsque ce n'est pas dans la discrétion, lorsque c'est fait dans la précipitation, on peut se retrouver rapidement remis en cause. Donc c'est ce qui explique aussi la longueur de ça. Mais comme c'est un travail qui doit être permanent, et puis les permis ne sont pas délivrés à la même période, il faut voir ceux qui ont atteint leur délai, de non-respect de leur engagement, etc. etc. Donc ce n'est pas quelque chose de tout simple. C'est un travail minutieux qui a été fait par des gens qui ont pu agir, et c'est le moment de les remercier, de les féliciter, parce qu'ils ont rempli une mission importante que le président de la République a souhaité, et dans la plus grande discrétion et dans le plus grand sérieux. Le but, ce n'est pas de casser des emplois ou de faire partie des investisseurs. C'est de donner la confiance et la crédibilité à notre pays pour tous ceux qui viendront. Pour certains cas, on veut vous faire l'économie de ces explications, mais on a fait appel à certains pour échanger, faire la pédagogie. Ça, ce n'est pas bon. Au bout de combien d'états vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Donc cet exercice également, au-delà même du code, a été fait pour certaines catégories de permis. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas pu se conformer, voilà, la décision a été prise conformément au code minier guinéen. Des décrets et des arrêtés ont été pris pour arrêter et les mettre dans les portefeuilles de l'État. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, je voudrais poser une question sur le cas d'une compagnie minière qui semble irréversible. La deuxième question, avec la permission du général, parce qu'il a dit qu'on peut poser des questions sur d'autres domaines, dans d'autres domaines. La deuxième question, donc, c'est par rapport au recensement. Jusqu'à date, le recensement n'a pas commencé dans certains pays comme la France. Est-ce que cela ne pourrait pas avoir un impact sur le calendrier électoral? Je vous remercie. Merci. GAC. Parlant de GAC, on fait en sorte de bien faire les choses. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas. Des émissaires envoyés de là-bas pour ici. Rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille. 0 Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser à un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court.
À terme, l'État prendra ses responsabilités. Mais désormais, personne ne se foutra de la Guinée pour nos ressources et encore moins et chez nous. Surtout pour ce que chacun était censé faire. Si ce n'est pas fait, l'État prendra ses responsabilités. C'est à ce stade-là que nous sommes. Et j'ai dit d'entrée que ce que nous voulons désormais faire, c'est assumer notre souveraineté minière. On est un pays riche. Ces richesses-là, c'est pour nous. Ça devrait nous profiter. Et c'est cette terre-là qui est ouverte en Guinée. Nous avons besoin du soutien et de l'accompagnement de tous les Guinéens dans cet exercice très difficile, pour lequel beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts sont en jeu. Mais vous pouvez compter sur la détermination et l'engagement ardent de notre président pour que ce projet-là aille à terme. Le recensement a commencé depuis un certain temps. Et nous voulons profiter, saluer vraiment l'engouement que ça a suscité chez les Guinéens. Le narratif du RAVEC a été suffisamment véhiculé. Les gens ont vraiment compris l'essentiel et l'importance aujourd'hui d'être recensés. Au-delà de faire un vote demain, mais il faut que nous puissions avoir de la situation d'effectifs de notre pays pour pouvoir développer les politiques publiques. Ça a vraiment été compris. Partout, il y a de l'engouement. Ici, jusqu'à l'intérieur, nous sommes allés dans nos villages les plus reculés pour voir l'engouement que ça suscite. Et à côté de ça, nous avons également quelques petites difficultés terrain en termes de mise en œuvre que nous essayons tous les jours de corriger. Mais pour ce qui est des chancelleries occidentales, les kits sont déjà envoyés. C'est arrivé le lundi de la semaine dernière dans les chancelleries occidentales. Hier, j'ai signé les ordres de mission des missions qui devraient partir pour ce recensement-là à l'intérieur, à l'extérieur de notre pays. Le recensement va se poursuivre. Cette première phase concerne tout ce qui est l'intervalle de 10 à X. Le chronogramme du référendum fixé à septembre 2025, nous ferons tout pour tenir. Il y va même de notre crédibilité. On aura un fichier. Et le RAVEC, ce n'est pas une opération d'un seul jour. Tous les jours, le fichier sera mis à jour. C'est ça l'avantage du RAVEC. Avec le fichier qu'on aura à la date des élections, on fera des élections. Notre engagement, effectivement, c'est de faire de cette année-là une année électorale où on aura une constitution. Et sur la base de cette constitution-là, les institutions issues de la constitution vont se mettre en place. Les deux dernières questions, s'il vous plaît. Pour nous, dans une relation qui a duré 20 ans et pour laquelle les Guinéens attendent toujours. Et à côté, notre partenaire, les actions montent à la bourse. Ils gagnent quand même. Nous nous attendons. Parce que quand quelqu'un vient en Guinée pour dire « je vais faire une unité industrielle ici », l'État renonce à ses droits. La fiscalité est très avantageuse. On renonce à beaucoup de taxes. On lui fait tellement faciliter avec l'espoir que l'unité industrielle sera dans notre pays. Et puis 20 ans après, vous n'avez rien. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à regarder? Ou on dit d'appliquer la convention ou vraiment on rompt ce mariage-là. C'est un mariage qui n'est pas profitable aux deux parties. Donc à un moment donné, il faut y mettre fin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais nous essayons aussi par la pédagogie. Il n'y a ni brutalité, ni précipitation dans la remise en cause de le rappel des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Donc c'est important. Bonsoir, monsieur les porte-parole, c'est Mamadou Lamine Bari de Reflet Guinée. Ma première question, quand on parle de retrait des permis miniers, c'est une question essentiellement technique. Pourquoi le ministre des Mines n'est pas à vos côtés pour défendre une telle décision? Que répondez-vous, mon général Amara, à ceux qui pensent que toutes les questions minières seraient gérées depuis la présidence de la République? L'autre question, c'est par rapport donc à la tenue des élections. Vous venez de réitérer que 2025 sera une année électorale. Est-ce que les élections auront lieu, les législatives et la présidentielle auront lieu au mois de décembre, et est-ce qu'elles seront couplées? Je veux qu'on parle du factuel. On parle du factuel. Ici, devant vous, vous avez deux porte-paroles. Un du gouvernement, un de la présidence. Nous sommes assez représentatifs de nos deux institutions. C'est au nom du gouvernement et de la présidence que nous sommes devant vous. On aurait pu avoir tout le gouvernement ici. Mais le gouvernement nous a mandaté, la présidence nous a mandaté pour venir nous prêter à cette question. On a bien parlé de recensement tout à l'heure. On aurait pu venir avec le ministre de l'administration du territoire, mais aussi le coordinateur du RAVEC pour répondre aux questions du RAVEC. Si le ministre, il sera forcément en face de vous, à l'épreuve de on fait le point très rapidement. Il y a aussi une autre émission que le porte-parole est en train de mettre en place où ils viendront répondre aux différentes questions. Mais quand il est question de porter la voix d'un gouvernement
que ce soit ici ou partout dans le monde, c'est un domaine réservé à quelques individus qu'on appelle porte-parole soit de la présidence ou du gouvernement. C'est ce qui justifie aujourd'hui notre présence parmi vous. Et ce n'est pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit. Si vous avez besoin de lui, on pourra créer des contacts effectivement pour que vous puissiez être en contact avec lui, lui poser toutes les questions que vous désirerez. Il les répondra avec tout le respect dû à votre rang. Mais ce qu'on vous dit sur les mines aujourd'hui, c'est parti effectivement d'une production intellectuelle que lui et ses équipes ont mis à notre disposition. C'est ce qui nous permet de venir vous parler de la question mine. La présidence de la République ne gère pas que des mines, ça gère un État. Un État, c'est les routes, c'est les hôpitaux, c'est également l'électricité, c'est les mines et tout ce qui est lié à la vie d'une nation. Quand les questions de la nation ne peuvent pas être discutées à la présidence de la République, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur cet État-là. Donc nous assumons le fait que toutes les questions stratégiques qui concernent la vie de notre nation puissent être gérées avec la plus grande autorité, mais également la plus grande transparence grâce à la vision, à la détermination de notre champion, que nous apprécions très bien. Sinon, il va y avoir un laisser-aller que nous ne souhaitons pas. Toutes les questions qui concernent la vie de la nation, normalement, devraient être discutées à la présidence de la République. C'est le sens de la gouvernance. Prévoir, ordonner et contrôler. Notre président, il a une vision. Cette vision, il met en place, il contrôle, il ordonne de faire ce qu'il devrait faire. Et quand c'est fait dans l'application, il contrôle la bonne exécution. Et c'est ce qui nous permet d'atteindre des résultats extraordinaires que vous voyez depuis 3 ans en Guinée. Les élections, on a un engagement ferme qui a fait objet d'un décret. Le référendum, on va le tenir le 21 septembre de cette année. Quand on a une constitution, sur la base de la constitution, on va organiser des élections. Je l'ai dit tantôt sans être plus détaillant, que toutes les institutions issues de la nouvelle constitution vont être mises en place. Ce qui devrait se faire par élection, effectivement, va se faire. J'ai entendu récemment, c'est pour revenir sur une prise de parole du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Et la première des choses, c'est d'avoir une constitution. Quand nous aurons une constitution, on va faire des élections. Vous voyez aujourd'hui l'engouement et tout ce que ça suscite d'aller vers des élections. Nous aussi, on le ressent puisqu'on vit parmi vous. S'il y a demain une élection, heureusement, et nous le souhaitons vivement, nous voulons un État bâti sur une constitution. À l'issue, on va mettre des institutions en place. Le président sera élu, on aura une assemblée nationale, on n'appellera plus notre CNT, on va l'appeler Assemblée nationale, ainsi de suite, toutes les institutions issues. Nous voulons effectivement aller vers une normalisation. Hier, on disait à quelqu'un que la Guinée attire. Ce sont nos recherches, on parle de nos recherches aujourd'hui. Mais la Guinée n'attire pas que aujourd'hui. La Guinée inspire aussi. Il y a beaucoup d'inspiration que beaucoup prennent aujourd'hui en Guinée. La machine se met en place. Il y a tellement d'institutions qui ont envie que cette situation-là se normalise à jamais pour venir travailler et apporter le bonheur aux Guinéens, que nous-mêmes, si on pouvait faire des élections demain, on allait le faire. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on aura une constitution, après on avancera. Le jour venu, quand la décision sera prise de convoquer le corps électoral, quand le décret sera pris par le chef de l'État, je prie Dieu d'avoir ce privilège ce jour-là, d'être également à la RTG pour lire ce décret qui dira aux Guinéens, tel jour on vous convoque et pour les élections. Merci. Bon, merci beaucoup. Je pense que l'essentiel est noté. La volonté du chef de l'État est manifestée par ce décret qui fixe cette élection concernant, enfin le vote concernant le référendum qui devrait se tenir au mois de septembre. Ça, c'est une expression du chef de l'État, une volonté qui est manifestée là-dedans. C'est une direction qu'il donne de façon claire quant à la mise en place des institutions de la République. Ça veut dire qu'après la Constitution, tout ce qui suit, le général l'a appelé, sera mis en place. Je pense qu'il faut qu'on évite aussi trop de spéculation pour dire telle élection aura lieu, telle élection majeure. Enfin, le vote majeur le plus important, c'est la Constitution. Une fois que celui-ci sera là, le cadre électoral sera décliné, les institutions qui doivent être mises en place vont suivre, et puis le ministère de l'administration du territoire déclinera les priorités dans l'ordonnancement électoral. Donc tout est en place pour que la Guinée continue tranquillement son chemin et garantir aussi son développement et une prospérité mieux partagée entre nous tous. Donc c'est très important. Ces objectifs sont ambitieux, le chef de l'État y travaille. Nous sommes dans cette Guinée-là, une Guinée qui n'a pas de complexe
et qui s'assume et qui a la volonté de prendre en charge son développement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Mon nom, c'est Alpha Baldé, journaliste à Kabak TV. Quand vous vous rendez compte d'une situation, d'une décision de justice, n'est-ce pas? C'était au tribunal. C'était quelque chose qui s'est passé dans les juridictions guinéennes, n'est-ce pas? Sous l'égide de nos lois. Vous savez bien que si l'État n'est pas concerné, c'est difficile que cela soit ainsi. Les Guinéens, lorsqu'ils sont victimes, le président de la République en premier lieu est concerné, le gouvernement est mobilisé et l'appareil judiciaire est là pour aussi faire la part des choses. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut plutôt apprécier. C'est vrai, hein, on est victime de beaucoup de supercheries de temps en temps, d'incrédulité, mais en même temps, c'est un moment pour rappeler aux gens qu'il y a un processus pour participer au Hajj. Il y a une structure qui est chargée de ça. Il y a un mécanisme, il faut aussi qu'on soit très prudent pour éviter les passerelles qui peuvent être un peu comme celles que nous avons vues là dans ce jugement. Donc c'est important de rappeler ça. C'est pour ça que le secrétariat d'État, enfin le secrétariat général des affaires religieuses rappelle systématiquement les dates, les montants, les processus pour que ceux qui vont au Hajj sachent avec transparence comment ils doivent faire et comment ils devraient se comporter pour gagner le droit d'y aller. Donc c'est important, l'État est préoccupé, pas seulement pour ça, mais à chaque fois qu'un Guinéen est victime quelque part, le président de la République, vous l'avez vu depuis qu'il est là, que ce soit ici ou ailleurs, ça a été une de ses préoccupations fortes. Et donc on est très attentif à ça. Et effectivement, pour compléter le frère Gawal, vous avez vu à la juridiction un jugement qui est en train de se faire pour des soi-disant escrocs. Et pour qu'on aille jusqu'à un jugement, ça veut dire à la base, il y a eu des interpellations. Et les interpellations, à date, sont faites conformément à la loi par les forces de sécurité. Ça veut dire que l'État, effectivement, a été là pour permettre de mettre main sur ces individus qui ont été présentés devant le juge pour jugement. Mais au-delà de ce phénomène même de Hajj, il y a beaucoup de personnes qui se font escroquer. Tous les jours, pour rien. Pour rien. Parce qu'il y en a qui souhaiteraient peut-être pas faire la voie normale et bénéficier peut-être de la rapidité ou quelques largesses de ceci et de cela. Se faire arnaquer, ça peut arriver à tout le monde. Mais on n'exclut à personne la capacité de se poser la bonne question et de parler à son entourage. On trouvera forcément quelqu'un qui te dira faire attention ou je connais telle personne qui pourrait faire ça. Comment ça arrive au Hajj? Le quota du Hajj cette année, c'était 8000 pèlerins. Quand 8000 pèlerins sont servis, vous arrivez dans une agence, on vous dit qu'il n'y en a pas. Vous partez à la Ligue islamique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous dites qu'il faut que vous partiez cette année. Vous créez vos voies de partir. Et officiellement, là où vous êtes allé vous adresser, vous n'avez pas trouvé moyen. Quand un individu, un citoyen lambda vient se présenter à vous pour dire « moi je peux le faire », il faut déjà commencer à vous poser la question. Et généralement, les gens disent c'est la présidence, ou c'est le général Amara, ou c'est le général Mamadi. Je connais le ministre Gawal, il m'a donné 10 places, il a fait ceci. Ou quand vous partez faire les passeports, ah je veux que mon passeport sorte demain parce qu'après-demain je voyage, aidez-moi. Vous trouvez quelqu'un dans la rue, des cas plusieurs comme ça nous remontent. On lui donne un passeport qu'on fait à 500 000, vous lui donnez 5 000, il disparaît. Vous vous mettez à chanter partout, ah les policiers m'ont pris mon argent. Faisons un jour confiance à nos institutions. Faisons un jour confiance à nos autorités. Faisons un jour confiance à nos lois de la République pour faire les choses proprement. Toutes les fois qu'on essaiera de sortir par des chemins détournés, on s'expose à des risques d'escroquerie. C'est la première réflexion que chacun devrait poser. Vous restez sur votre téléphone, vous voyez un compte, quelqu'un vous envoie un message pour dire c'est le général Amara, c'est le ministre Gawal, c'est tel. Je suis à mesure de vous nommer ministre. Je suis à mesure. Un ministre, ça ne se nomme pas sur les réseaux sociaux. Après, ça finit par vous dire, il faut m'envoyer un Orange Money. Vous envoyez le Orange Money. Vous avez fait un sacrifice. Au nom, vous aurez pu donner à votre famille à la maison. Vous vous retrouvez maintenant en train de chercher votre argent que vous avez perdu. C'est en ce moment qu'ils appellent l'oncle de Gawal, la tante de tel, pour dire, ah, il faut que vous m'aidez. Quelqu'un m'a escroqué au nom de votre fils. Ce fils-là n'est même pas au courant de ce qui se passe. Alors que c'est des millions qui sont en train d'être dilapidés. C'est assez regrettable ce qui se passe. On parle de 30 cas, mais ce n'est pas 30 cas. C'est une centaine de cas. Le sacrifice pour avoir 50 millions l'année, on est tous des travailleurs, on sait ce que ça fait. Pour donner 50 millions, il faut aller vers des structures agréées.
Quand vous faites du main à main dans le quartier, ne vous étonnez pas de vous retrouver devant une juridiction. Ayons confiance à l'État. Ayons confiance aux structures que nous avons mises en place. Plus on va se crédibiliser et crédibiliser l'État, mieux ces entreprises néfastes ne vont pas prospérer. Mais pour y parvenir, il faut qu'on arrête nous-mêmes, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle à un voisin, il faut qu'on parle à un frère. Si vous vous levez seul pour aller faire votre manœuvre, mais votre manœuvre là, c'est dans les larmes que les gens vont savoir ce qui s'est passé. C'est en gros ce qui nous frappe au quotidien, que ce soit dans le Hajj, que ce soit dans le transport en commun. Même l'acquisition des services les plus banals, carte d'identité, on négocie. Une carte d'identité qui est censée être un montant de moins de combien? Les gens se retrouvent à vouloir bousculer les normes. Quand ça ne se passe pas bien, sans ce moment on est au courant. Mais quand tu fais, tu ne parles à personne. Hein. C'est malheureusement ce qui est en train d'arriver à tout le monde. Pardon, vous médias, vous pouvez participer aussi à l'éducation et à la sensibilisation de notre population. C'est aussi votre rôle. On vous le demande très humblement. Merci. Alors, je pense que ça, c'est devenu un phénomène et on va s'y arrêter là. C'est devenu un phénomène. Moi, j'ai été saisi rien qu'aujourd'hui. Donc, le général Amara et moi-même, il y a quelqu'un qui m'envoie cet audio pour dire que nous revendons des places. Ça, c'est censé être ma voix. Mais je peux vous la partager après. C'est une vidéo où on est censé recruter des gens pour aller dans les forces spéciales et que nous, on demande 5 000 €. Mais lui, il est tellement gentil qu'il va ajouter 5 000 pour la personne qui est candidate. Tu vois, les gens lui envoient de l'argent, après il m'envoie ça. Il dit, mais attends, moi je ne connais même pas où se trouvent les forces spéciales, on les recrute. Donc ça ne finit pas. Une administration où tu n'es pas, tu es payé à combien d'argent? Quelqu'un te demande de payer 30 millions pour venir dans l'administration publique. Va au champ, avec 30 millions, l'année prochaine tu vas gagner 50 millions. Si toi tu payes 50 millions pour venir prendre un salaire de 200 000, de 500 000, il y a un problème. Alors, il y a beaucoup de problèmes, hein, mais vraiment aidez-nous. Aidez-nous à parler à nos frères et sœurs de faire attention à ceux qui leur demandent de l'argent. L'administration publique aujourd'hui, pour la plupart, les gens ont peur de faire ces pratiques-là. Il y a peut-être des cas résiduels. Quand il y en a, dénoncés, on prendra des dispositions. Mais pardon, ayons confiance en notre administration. Et aux procédures. Et aux procédures, pardon. Le gain des délais peut nous envoyer à des conséquences que nous ne souhaitons pas. Ça aurait dû être la dernière intervention, mais permettons à la dame de poser sa question. La presse un peu... Oui, madame, allez-y. Bonjour à vous, messieurs les ministres. Je suis Buntura Bibangoura, stagiaire à l'Agence guinéenne de presse. Ma question concerne le PN-RAVEC. Vers la Baluée, il y a beaucoup de points de recensement qui sont encore bourrés de monde. Pourtant, l'État guinéen a dit que la date limite, c'est le 30 de ce mois. Alors, que comptez-vous faire pour ces citoyens-là afin qu'ils puissent accomplir leurs devoirs civiques? Déjà, c'est de rappeler, excusez-moi, au général, c'est de rappeler d'abord aux uns et aux autres que nous ne sommes pas encore au 31 de se bousculer pour y arriver. Mais il a aussi été rappelé ici que le PN-RAVEC, ce n'est pas un processus qui s'arrête au 31 mai. C'est un processus permanent, puisqu'il s'agit d'élaborer un fichier d'état civil. Vous comprendrez que ça concerne actuellement que les personnes de 10 ans et plus, mais l'année prochaine, on aura encore des gens de 10 ans, on aura après l'année suivante, etc., etc. Donc c'est quelque chose de permanent. Mais pour cet exercice-là, si l'intérêt est nécessaire, ce n'est pas exclu que l'administration du territoire décide de prolonger les délais pour faire en sorte que le maximum des Guinéens, si ce n'est pas la totalité, puissent être dans ces bases de données. Donc c'est quelque chose qui est important, mais déjà encourageons les uns et les autres à aller se faire enrôler dans les délais impartis. Si c'est prolongé, c'est tant mieux. Les retardataires pourront continuer, mais il ne faut pas que les gens restent à la maison avec l'idée que ça va être prolongé. Allons hâtivement, rapidement, maintenant nous faire enrôler. C'est d'abord l'intérêt et la communication que le gouvernement tient. Mais si c'était nécessaire, ça pourrait être prolongé parce que la volonté, encore une fois, c'est de faire en sorte que tous les Guinéens se retrouvent dans ces environnements-là pour d'autres services que la question électorale, pour que l'on puisse se compter, pour que l'on puisse bénéficier d'autres services de l'État. Donc c'est important. Il faut que les gens se mobilisent et que la mobilisation continue.